Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission en collaboration avec l'AFPRIC, l'Association française des polyarthritiques et des rhumatismes inflammatoires chroniques. Nous aborderons aujourd'hui le thème des atteintes pulmonaires dans la polyarthrite rhumatoïde et pour m'accompagner, j'ai le plaisir de recevoir le professeur Sibilia. Bonjour professeur. Bonjour. Merci de nous recevoir à la faculté de médecine de Strasbourg. Avec plaisir. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être vous présenter à la communauté ? Donc Jean Sibilia, je suis médecin rhumatologue et responsable du service de rhumatologie du CHU de Strasbourg depuis quelques décennies. Et la spécialité de notre service à Strasbourg, c'est les maladies inflammatoires, notamment la polyarthrite rhumatoïde et les autres maladies auto-immunes. Alors, on le rappelle, on compte en France 300 000 personnes qui sont atteintes de polyarthrite rhumatoïde. Oui, 300 000 personnes, adultes et enfants, puisque c'est D'accord. une maladie qui touche aussi bien les enfants très jeunes parfois, et les adultes, à peu près 300 000 patients. Et donc, il y a entre 7 000 à 10 000 nouveaux cas par an en France. C'est ça. Peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, vous pourriez peut-être nous redonner une définition de la polyarthrite rhumatoïde et nous dire un peu quels sont les symptômes ? Oui, les symptômes, les gens les connaissent bien parce qu'ils en souffrent, évidemment. C'est une atteinte des articulations, surtout des petites articulations, plutôt des mains et des pieds. Pas forcément symétriques, mais des deux côtés du corps, ce qu'on appelle polyarthrite, donc une atteinte de plusieurs articulations. L'atteinte dominante des mains, du poignet, des doigts, des pieds se complète souvent par une atteinte des articulations qu'on appelle les grosses articulations, les genoux, les épaules, plus rarement les hanches. Et c'est une maladie qui s'exprime surtout par l'atteinte inflammatoire des articulations, mais qui se complique, et on va en parler, d'autres manifestations, notamment pulmonaires, parfois des petits nodules, parfois d'autres complications. Donc c'est la particularité de cette maladie, qui est une maladie authentique, qu'on connaît très bien depuis plusieurs siècles même maintenant, et qui est très très bien caractérisée et identifiée. Merci professeur, on va en parler plus en détail au cours de cette émission. Conformément à la charte Boehringer-Ingelheim, nous ne parlerons ni de traitement ni de médicaments dans cette émission. Professeur, ma première question, c'est chez les personnes atteintes de polyarthrite rhumatoïde, quelles sont les principales atteintes pulmonaires ? Alors l'atteinte pulmonaire est connue depuis longtemps, mais elle n'est vraiment bien analysée que depuis quelques années. En gros, depuis l'arrivée du scanner. Pour être clair, le scanner permettant de bien explorer les poumons. Des choses simples, l'atteinte pulmonaire est la première atteinte non articulaire de la polyarthrite rhumatoïde. Toutes les autres atteintes sont beaucoup plus rares. L'atteinte des vaisseaux, du cœur, de la peau, c'est beaucoup plus rare. L'atteinte pulmonaire, c'est entre 10 et 50% des polyarthritiques qui vont développer une atteinte pulmonaire. Mais pour rassurer les patients, tout le monde, d'abord, n'en développe pas, et les formes, ces atteintes pulmonaires, sont de gravité extrêmement variable. Les formes les plus sévères, qui peuvent mener à ce qu'on appelle la fibrose pulmonaire, c'est extrêmement rare dans la polyarthrite rhumatoïde. Le plus souvent, c'est une inflammation pulmonaire qui va se traduire par aucun symptôme, dans la majorité des cas, ou parfois par des symptômes qui sont peut-être un essoufflement, c'est assez rare, une toux chronique, des phénomènes de ce type-là. Donc, c'est fréquent, mais c'est rarement grave, et c'est aujourd'hui facile à diagnostiquer. Alors, quels sont les facteurs qui provoquent ces problèmes pulmonaires chez les patients atteints de PR ? Il y a probablement deux phénomènes, comme souvent, comme dans toutes les maladies inflammatoires chroniques. Il y a des facteurs qui viennent de l'environnement et des facteurs qui viennent de l'individu. Alors, ce qui vient de l'individu, c'est probablement une réponse immunitaire. Vous connaissez, fait juste un petit prérequis, ces maladies inflammatoires comme la polyarthrite sont appelées des maladies auto-immunes. Donc c'est bien une réponse de notre propre système immunitaire contre nous-mêmes. C'est le principe de l'auto-immunité. Certains ont une forte auto-immunité, d'autres une auto-immunité plus faible. Ce sont les malades qui ont une forte auto-immunité qui vont plutôt développer l'atteinte pulmonaire dans la polyarthrite rhumatoïde. Ça se traduit très concrètement dans les dosages sanguins, dans les analyses, soit par une forte inflammation dans le sang et ou par la présence de ces auto-anticorps de la polyarthrite rhumatoïde qu'on appelle les facteurs rhumatoïdes et qu'on appelle aussi les ACPA, c'est les auto-anticorps antipeptides citrullinés, tous ces éléments traduisant une réponse immunitaire assez forte. Ça, c'est le poids de l'individu et c'est assez particulier et je le répète, facile à analyser. Et après, vous avez le poids de l'environnement. Il y a des facteurs environnementaux assez nombreux, pas tous connus, qui peuvent participer au déclenchement de cette atteinte pulmonaire. Alors, il y en a un qui est trivial et qui est influent dans la polyarthrite, qui est le tabac. Oui. Le tabac, c'est à la fois un facteur d'atteinte pulmonaire, mais c'est surtout un facteur inducteur de polyarthrite rhumatoïde. Ça, c'est bien déterminé. C'est assez curieux d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de maladies où le tabac a un tel poids dans le déclenchement et dans le pronostic de la maladie, mais dans la polyarthrite, le tabac est un facteur de la maladie et de l'atteinte pulmonaire. Il y a d'autres facteurs. Il y a un facteur qui disparaît maintenant, qui était très connu, qui était la silice.
savez, les ouvriers qui travaillaient dans des mines de silice, ils développaient ce qu'on appelle une silicose. Et quand ils avaient la malchance de développer cette silicose inflammatoire, ils avaient une polyarthrite rhumatoïde et une atteinte pulmonaire. Heureusement, ça a disparu parce qu'on protège mieux nos mineurs et il y a beaucoup moins de mines, évidemment, mais c'était un facteur d'environnement très important. Il y en a d'autres. Probablement des facteurs toxiques, des facteurs de la pollution atmosphérique peut y participer. Est-ce que les microparticules y participent? C'est très difficile, vous savez, d'analyser ce qu'on appelle l'exposome, c'est-à-dire ce qui vient de l'extérieur. Mais en résumé, 2 facteurs qui prédisposent à l'atteinte pulmonaire, le terrain immunogénétique des gens, l'inflammation qu'ils développent, et des facteurs extérieurs, en premier lieu le tabac. D'accord, c'est très clair. Et peut-être une autre question, comment on détecte ces atteintes pulmonaires? Alors, 2 choses très simples. D'abord par des symptômes. Oui. Le malade, il est malade du poumon. Donc, pour être malade du poumon, la maladie pulmonaire va s'exprimer souvent par une petite toux, soit par un essoufflement, qui est bénin, c'est-à-dire que vous êtes essoufflé en montant les escaliers. C'est ce qu'on appelle une dyspnée de bas grade. Vous montez un étage, 2 étages, d'habitude vous êtes bien, là vous êtes essoufflé, en précisant bien que tout essoufflement ne vient pas du poumon. Un grand nombre d'essoufflements vient du cœur aussi. Vous savez, c'est le cœur et les poumons, c'est soit la pompe, soit le poumon. L'essoufflement, en dernier lieu, ce qui peut exprimer aussi l'atteinte pulmonaire, c'est la découverte par hasard sur une radio du thorax ou un scanner d'un aspect un peu plus hétérogène du poumon. Le poumon, c'est de l'air essentiellement, c'est tout noir. De temps en temps, quand on voit apparaître des petites fibres un peu blanches sur le scanner et la radio, c'est le signe qu'il y a une atteinte pulmonaire qui parfois ne se manifeste par aucun symptôme. Et alors, est-ce qu'il est possible de remédier à ces atteintes pulmonaires? Bien sûr, bien sûr. D'abord, il faut déterminer leur gravité, déterminer leur nature, puisqu'elles sont de nature potentiellement différente, on y reviendra peut-être. À partir du moment où le dépistage est fait tôt, les traitements de la polyarthrite rhumatoïde ont un impact sur l'inflammation pulmonaire, et on amène peut-être quelques pistes aujourd'hui pour penser, on ne traitera pas de médicaments, que certains médicaments de la polyarthrite ont un effet un peu plus important sur l'atteinte pulmonaire. Et quels sont, vos conseils pour gérer la polyarthrite rhumatoïde au quotidien? Au quotidien, c'est une grande question. Ainsi que les atteintes pulmonaires, bien évidemment. Bien sûr. Beaucoup de malades se posent la question. Je pense qu'il faut d'abord, le premier point, c'est avoir une bonne relation avec son médecin traitant et ses médecins et son rhumatologue. Je pense qu'il faut bien asseoir cette relation, qui est une relation de confiance, pour qu'il y ait un dialogue permanent entre le patient qui est expert de sa maladie et le médecin ou les médecins qui sont experts de la prise en charge de la maladie. Et ça, c'est peut-être l'élément le plus important. Et dans ce contexte de prise en charge, bien sûr, il y a le dépistage des atteintes pulmonaires. Et le conseil qu'on donne, que tout rhumatologue applique, c'est peut-être moins connu de la part des médecins traitants, c'est qu'on est vigilant à l'atteinte pulmonaire dans une polyarthrite rhumatoïde. On va la chercher si besoin. En tout cas, par l'interrogatoire au minimum, on va demander si les gens sont fatigués, s'ils toussent, s'ils sont essoufflés. Et à partir de là, on a des éléments qui nous permettent de rechercher plus précisément par un scanner plutôt qu'une radio du thorax, même si les deux sont possibles. Aujourd'hui, il y a des scanners qui remplacent la radio du thorax. On va chercher l'atteinte et on la voit. On peut aussi poser la question comment on diagnostique, le faire par des tests. Vous savez, on souffle dans des tuyaux, on appelle ça des épreuves fonctionnelles respiratoires. Ça permet de voir si le poumon fonctionne bien. C'est très sophistiqué, très simple, c'est anodin, il n'y a pas d'injection, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de rayonnement. C'est un test très simple et qui permet de dépister des atteintes pulmonaires très fines. Et donc, à quel moment du parcours de soins peut-on diagnostiquer ces atteintes pulmonaires? D'emblée, il faut y penser d'emblée parce que ce sont des atteintes précoces. Il y a même une théorie qui a été défendue par des auteurs scandinaves, le professeur Clarence Klog, qui est resté célèbre, que l'induction de la polyarthrite rhumatoïde était liée au tabac, le tabac qui était lui-même inducteur de la maladie par une atteinte pulmonaire. L'atteinte pulmonaire pourrait prédisposer, avant l'apparition des arthrites, prédisposer à l'apparition de la polyarthrite. Donc ça veut dire que ça peut être là très tôt, il faut le chercher dès le diagnostic et évidemment le surveiller en cours de suivi de la maladie, en rappelant un point important qu'on n'a pas évoqué encore, l'atteinte pulmonaire rhumatoïde, le poumon rhumatoïde existe, mais attention, un poumon qui va mal n'est pas forcément lié à la polyarthrite. Quelqu'un qui a du mal à respirer dans une polyarthrite rhumatoïde traitée, attention à ce qu'il n'y ait pas une infection pulmonaire. Il y a des tas de bactéries, de virus qui entraînent des atteintes respiratoires, donc attention, ça peut être une infection. Alors, on a une question de la communauté qui nous demande: les risques d'atteinte pulmonaire sont-ils suivis et traités par le rhumatologue ou faut-il en parler à son généraliste?
C'est ce que je disais, le rapport de confiance entre le patient, son généraliste et son ou ses spécialistes. Je pense que c'est vraiment une triangulation. Ouais, la bonne prise en charge, c'est ça le bon parcours de soins. Donc je pense que le malade, moi je suis vraiment convaincu depuis de nombreuses années maintenant que chaque patient peut être responsable de lui-même et que c'est bénéfique pour lui. Cette responsabilisation par rapport à sa maladie est très importante. Donc que le malade soit, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, que le patient soit bien informé, ça lui permet d'avoir un dialogue plus clair avec son médecin traitant et avec son médecin spécialiste. Donc c'est les trois. Il y a un lien entre la ville et l'hôpital. Absolument. Très bien. Alors, peut-être quelle est la place du pneumologue dans le parcours de soins? Le parcours de soins, vous avez compris, le patient qui est au centre, et qui dialogue avec son médecin traitant, dialogue avec son spécialiste, le rhumatologue, et dans un certain nombre de cas, ces médecins ont besoin d'un spécialiste d'organes, le pneumologue. Le spécialiste du poumon, c'est le pneumologue. Il a à la fois une connaissance très fine des maladies pulmonaires. Il sait aussi bien interpréter les examens, ces scanners pulmonaires ou ces radios du thorax, ainsi que les épreuves fonctionnelles respiratoires. C'est le spécialiste de ce sujet. Donc le dialogue se fait entre le malade, le médecin traitant et ses spécialistes. Et souvent, moi, je dialogue avec mes pneumologues. On a des réunions, vous savez, ça s'appelle des RCP, des rencontres pluridisciplinaires, hein, où on rencontre les spécialistes, les pneumologues, on discute des poumons rhumatoïdes difficiles pour essayer de trouver à la fois le meilleur diagnostic et le meilleur traitement. Alors, vous nous avez donné vos conseils, hein, vraiment le patient, l'échange avec le corps médical, mais si vous aviez d'autres préconisations dans la prise en charge de la maladie ou des conseils, quels seraient-ils pour la communauté? Toujours les mêmes, c'est des pensées positives, parce que c'est dans une maladie inflammatoire chronique, auto-immune, la prise en charge, l'implication dans sa prise en charge est majeure. Et il y a des choses simples en fait, hein. C'est l'hygiène de vie, toute bête, c'est bien vivre, bien manger, avoir une activité physique, éviter un certain nombre de toxiques, éviter le tabac de fait, se préserver si c'est possible de la pollution atmosphérique, mais ça c'est bien sûr beaucoup plus difficile. Toutes ces mesures qui sont des mesures de bon sens en fait, hein, mais qu'on s'applique à soi-même. On ne va pas forcément toujours chercher la recette chez le médecin, généraliste ou spécialiste, mais on se prend en charge aussi. Et je dis ça, c'est penser positif, hein. Je ne suis pas centré sur ma maladie qui devient ma seule raison de vivre, mais j'assume ma maladie. Et en assumant ma maladie, en l'acceptant, eh ben, je vis mieux ma vie et je vis mieux ma vie avec les autres aussi, avec mes proches, ma famille, au sein de ma famille et dans mon travail. Donc je dis toujours la même chose. Pensée positive. Premier recours, pensée positive, et je me prends en charge. Je me prends en charge et je m'aide et j'ai le soutien de mes médecins pour cette prise en charge. Être acteur de sa santé. C'est fondamental. Alors, on va parler aussi du lien avec la Covid-19 et donc la polyarthrite rhumatoïde qui affecte aussi les voies respiratoires pour les atteintes pulmonaires. Et ma question, c'est de quelle manière la Covid-19 peut-elle affecter donc, les patients atteints de PR? Oui, alors c'est un point important que les patients, bien sûr, nous ont posé déjà il y a un an. Quelques points clés. La polyarthrite rhumatoïde en soi n'est pas un facteur de risque de forme grave de Covid-19. Ça, c'est un point extrêmement rassurant. Si vous êtes atteint de polyarthrite rhumatoïde, vous n'êtes pas exposé à un risque plus grand de Covid grave, sauf, évidemment, dans certaines circonstances. La première circonstance, 3 circonstances. La première, c'est d'avoir des facteurs de risque classiques, c'est-à-dire l'âge, le surpoids, un diabète, une hypertension, tous ces facteurs de risque classiques de Covid sévère. Si vous êtes atteint de polyarthrite et que vous avez ces facteurs de risque, de fait, vous êtes à risque de Covid sévère. Premier point. Deuxième point, si votre maladie, effectivement, s'exprime par une atteinte d'organes, notamment une atteinte pulmonaire. Ça, c'est un facteur de sévérité. De fait, si vous avez un poumon malade, le fait de s'infecter par ce petit virus qu'on appelle SARS-CoV-2, c'est un facteur de gravité. Troisième élément, certains traitements prédisposent, ils sont rares, les traitements immunosuppresseurs, c'est-à-dire les plus puissants, prédisposent à un risque de Covid sévère. Là aussi, c'est bien déterminé, mais c'est que quelques traitements. Les traitements dits standards, sans citer de nom, mais les traitements d'ancrage simples de la polyarthrite rhumatoïde n'exposent pas, voire peut-être protègent d'une forme grave de Covid-19. Et donc, est-ce que les patients PR figurent parmi les personnes prioritaires à la vaccination? Peut-être mettre en avant le rôle de la vaccination pour ces personnes. Donc, d'abord, c'est très bien de se vacciner. Je pense que c'est un acte citoyen, un acte solidaire, un acte de générosité. Se vacciner, on ne se vaccine pas que pour soi-même, hein. Il faut rappeler qu'en période d'épidémie, dans cette épidémie qu'on vit depuis 2 ans, se vacciner, c'est de protéger soi-même et de protéger les autres. Donc, évidemment,
Comme tout le monde, j'allais dire, aujourd'hui, la vaccination est un acte nécessaire pour sortir de cette épidémie. Est-ce que la polyarthrite rhumatoïde est une indication meilleure que d'autres? Elle n'est pas une meilleure indication, sauf si effectivement, on revient à ce qu'on disait, vous avez un de ces 3 facteurs de risque, c'est-à-dire une maladie particulièrement sévère avec une atteinte pulmonaire, une maladie avec des facteurs de risque classiques de Covid sévère ou un traitement qui prédispose à une Covid. Dans ce cas-là, vous êtes prioritaire. Mais dans tous les autres cas, vaccinez-vous, quel que soit votre âge maintenant, vaccinez-vous pour sortir de cette épidémie, je l'espère à l'automne, hein. Enfin j'espère de tout cœur, quoi. Et donc, dans le cadre de la crise sanitaire, si vous avez un conseil aussi pour les patients, donc atteints de polyarthrite rhumatoïde et aussi avec des atteintes respiratoires, quels seraient-ils? Aujourd'hui, s'il y a une polyarthrite rhumatoïde avec une atteinte respiratoire, c'est évidemment se vacciner. Ça, je pense que c'est prioritaire. Ceux qui ne sont pas encore vaccinés et qui vont l'être, je l'espère, dans les prochaines semaines, c'est maintenir les gestes barrières. Je pense que ça a été fondamental. Oui. On ne peut pas contester l'efficacité des gestes barrières. Là, on parle sans masque parce qu'on est vacciné et à distance et seul dans la pièce, mais sinon, l'efficacité du masque, de la distance physique et de toutes les autres mesures de protection ont démontré une efficacité pas totale, on est bien d'accord, sinon il n'y a plus d'épidémie. Elle n'est pas totale, mais elle a permis de faire baisser, de contrôler l'épidémie à beaucoup d'endroits. Donc, le conseil principal aujourd'hui, c'est continuer à appliquer les mesures de protection. Le temps qu'on vaccine, je l'espère, d'ici l'automne, une grande partie de la population. On a un magnifique exemple qui est celui d'Israël. On a vacciné, en début avril, on a vacciné 70%, 72% de la population de plus de 16 ans. Voilà, plus besoin de masque à l'extérieur. Bon, on va probablement laisser tomber le masque à l'extérieur, je l'espère bientôt, avec les beaux jours et les terrasses qui s'ouvrent. Mais à l'intérieur, si vous n'êtes pas vacciné ou vous êtes au contact de gens non vaccinés, attention, je pense qu'il faut encore porter le masque et on verra à l'automne la suite de l'histoire en espérant une issue la plus optimiste possible. Merci beaucoup, professeur. On a eu beaucoup de questions de la communauté. En voici quelques-unes. Comment savoir si je risque de développer des atteintes pulmonaires? Oui, très bonne question, très pratique. Je reviens à mon commentaire initial. C'est possible dans toute forme de polyarthrite rhumatoïde, mais surtout dans celles qui sont très immunologiquement actives, marquées par une inflammation ou marquées par ces fameux auto-anticorps, facteurs rhumatoïdes et ACPA. Alors, c'est vraiment prédictif, modestement prédictif. Je pense qu'après, c'est une discussion avec son médecin. Si vous avez un doute, faire des épreuves fonctionnelles respiratoires, éventuellement, s'il y a des symptômes, faire un scanner. Et évidemment, si les EFR, épreuves fonctionnelles respiratoires, et le scanner sont négatifs, sont normaux, vous n'avez pas d'atteinte respiratoire par définition. Si je suis en surpoids, ai-je un risque en plus? Pas d'atteinte respiratoire. Donc le surpoids l'obésité n'est pas un facteur de risque d'atteinte respiratoire dans la polyarthrite rhumatoïde, si ce n'est que si vous avez un surpoids, vous allez avoir du mal à respirer. Mais ce n'est pas parce que votre poumon est malade, c'est parce que vous êtes désadapté à l'effort. Donc je reviens à mes petits conseils de vie quotidienne. Les bons conseils, c'est vivez bien. Et dans la vie quotidienne, pensée positive, c'est l'activité physique. Hein. Et le poumon, vous savez, le poumon, c'est comme un muscle. Hein. Enfin, pas exactement la même chose, mais ça s'entretient. C'est que le cœur est un muscle, le poumon est un organe qui respire. Ben, un organe, il se développe si vous l'utilisez. Donc l'activité physique, elle est excellente pour vos muscles, pour votre cœur, pour votre poumon et pour vos articulations. Donc ne l'oubliez pas, on disait l'inverse il y a quelques années, on disait vous avez une polyarthrite, ne bougez plus, c'est exactement l'inverse. Je ne vous conseille pas de courir des marathons, ce n'est pas l'objectif, mais en tout cas d'avoir une activité physique quotidienne. 40 minutes par jour, c'est l'idéal. Ça serait top. Alors, on a une autre question. Les personnes atteintes de pseudo-polyarthrite rhizomélique, pas facile à dire, peuvent-elles également être concernées par des atteintes pulmonaires? Non, c'est deux maladies très différentes, même si les petits noms se ressemblent, PPR versus PR, mais c'est vraiment une synonymie qui n'a pas d'autre intérêt. C'est une maladie, la pseudo-polyarthrite rhizomélique, qui se complique parfois d'une maladie de Horton, qui est une maladie petite sœur qui touche les artères temporales. Ça ne donne pas, sauf exception, d'atteinte pulmonaire. C'est une maladie totalement différente de la polyarthrite rhumatoïde. Autre question, puis-je réduire le risque de développer des atteintes pulmonaires en pratiquant, par exemple, l'activité physique ou avec l'hygiène de vie? Donc, on a un peu répondu, mais peut-être le répéter pour la communauté. Alors, ce n'est pas prouvé scientifiquement, si vous voulez, mais c'est du bon sens médico-scientifique. Si vous êtes en bonne forme, et que ça soit corps et esprit, hein, là aussi, pour moi, c'est toujours un élément fondamental. L'hygiène de vie et le bien-être est un bien-être du corps et de l'esprit. C'est pas nouveau. L'OMS, en 1946, disait que la santé, c'était le bien-être physique, psychique et social. Donc vous voyez que
En fait, il faut être bien dans sa peau. Bien dans sa peau. Alors, bien sûr, c'est facile à dire quand on n'a pas de maladie. Et je sais bien, je soigne des polyarthrites depuis 3 décennies. Je sais bien la souffrance et la difficulté quotidienne de cette maladie-là. Mais on peut quand même penser positif. Et je suis toujours impressionné par mes patients et extrêmement respectueux de cette résilience qu'ont beaucoup de patients. Et c'est formidable de voir cette expérience humaine et qui passe par la pensée positive, par la prise en charge. C'est pas facile tout le temps. On a des hauts débats, tout le monde là, nos malades, mes malades aussi. Mais essayons de garder ce cap-là parce que forcément, on va mieux sur une vie. Très bien. Merci beaucoup, professeur, pour toutes ces réponses. C'était très clair, très positif. On a appris beaucoup de choses. D'ailleurs, si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à contacter l'association de patients AFPRIC. Juste avant de conclure, est-ce que vous avez un message peut-être à faire passer à la communauté? Je vous laisse vous adresser à la caméra. Continuez. Je sais que vous êtes une communauté très active. Hein. Vous êtes 40 000, je crois, à être connectés. Et c'est une façon de faire avancer les choses, d'abord. Je pense que la médecine, la science, les médecins ont besoin de vous. Je pense qu'une communauté unie et très active derrière ses soignants, je pense que c'est très important. C'est important aussi entre vous, parce que vous communiquez, ça démystifie beaucoup de choses et ça fait passer de vraies informations pour sortir, on aime bien le terme aujourd'hui, les fake news, mais il y en a tellement dans tous les domaines, pas que sur Covid-19, mais aussi parfois dans la polyarthrite rhumatoïde. Donc ça permet d'échanger des informations de qualité. Mais le dernier conseil que je donnerais, ne vous repliez pas sur votre communauté. Une maladie n'est pas une identité. Une maladie, c'est quelque chose que l'on assume ensemble. Donc, vivez-le le mieux possible, ensemble, main dans la main, c'est toujours mieux, mais ne vivez pas que pour ça. Ça, c'est très important. La communauté a un vrai sens et une vraie valeur, mais elle doit être vécue comme quelque chose qui aide et pas quelque chose qui identifie. Et ça, c'est fondamental, à mon avis. Merci beaucoup, professeur. Merci de nous avoir reçus donc, à la Faculté de médecine de Strasbourg. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur la communauté We Are Patients.